Bon, ok. Alors maintenant qu'on a du gros matos, on va pouvoir mettre tout le monde. Je mets qui sur la une Non, mais mettre pas, hein, surtout. Hein. Franchement, je vois qu'à la technique, on n'est pas aidé. Mais dictateur, tu vois, sur la une, c'est bien sa place. Dictateur, ouais, comme d'hab. Toi, je te mets sur la 2 parce que c'est mon fidèle assistant. Le sidekick, en fait. Ouais, je suis ton Robin. Sur la 3, on met Isaac, même s'il n'est pas là, parce que comme ça, on notera bien son absence et on pourra la mettre en avant. Mets-le sur le 10, parce que c'est un peu la dernière roue du carrosse. Ouais, on verra. Sur la 4, on va mettre Evelyne. Et puis ensuite, sur la 5, on peut mettre Carotte. Ouais. La 5. C'est sur la 5, en fait. Ouais. C'est parce que tu as déjà 4 Ah ouais, la 5, ouais, pardon. Ouais, sur la 5, Carotte. Sur la 6, Tot. Chevaune sur la 7. El Pouillou sur la 8. Stéphane sur la 9 et Warloff sur la 10. Ah bah ça y est, on a une console de mix, on peut mettre tous nos tipeurs et tout. Et on a viré Isaac, ce qui est exact parce que finalement il est plus là. Ouais, mais il va revenir peut-être. Ah, c'est Jérôme qui s'est cassé. En tout cas, sans tous nos tipeurs, je crois qu'on n'aurait pas pu avoir cette super console de mix qui va nous permettre d'avoir plein d'invités, mais pas ce soir. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD qui fait sa rentrée des 10 ans. Et pour ces 10 ans, on fait preuve de beaucoup d'expérience, on fait mourir de rire Thio, parce que j'avais oublié de lancer l'enregistrement audio. Mais comme maintenant nous sommes des professionnels, nous doublons les chances de ne pas perdre nos sources, car l'intro sera sur Twitch, donc je pourrai récupérer l'audio du flux vidéo Twitch, je sais pas comment, mais je vais le faire. Et donc cette intro-là sera quand même dans le flux, même si je vais galérer pour le récupérer. Je suis One A Pied, vous êtes dans le One A Club, le podcast qui fête ses 10 ans cette année, alors c'est dans quelques mois encore. Podcast que j'anime depuis toujours avec mon fidèle acolyte Thio, qui n'a raté quasi aucune émission, non ? Si. Il y en a 2 ou 3, j'avais une grippe. Ouais, où t'étais mourant ou un truc comme ça. Et on a viré Ti pour l'occasion parce qu'on s'est dit que fallait être entre nous. Non, en fait, il est encore dans les couches, dans le caca. Evelyne est là, elle a même un micro si elle veut parler cette fois-ci parce qu'on a une super console de mixage qu'on s'est payé grâce à nos tipeurs. Et aujourd'hui, donc, pour cette émission de rentrée qu'on a un peu préparée à l'arrache, on vous l'avoue, les rentrées, c'est un peu difficile, ce qui justifie notre retard. Non, en fait, la préparation de l'émission était nickel. Oui, la préparation était nickel. La préparation était nickel, c'est juste qu'on a eu un petit problème technique, c'est tout. Comme d'hab, quoi, finalement. C'est la préparation, oui, c'est l'enregistrement en soi qui était plus compliqué à mettre en place. Je note quand même que ça va faire 10 ans et que c'est les 10 ans de beaucoup de podcasts essentiels. Je pense à l'apéro du Capitaine qui fêtait ses 10 ans cette année aussi. Season 1 qui fête ses 10 ans aussi cette année et que j'écoute quasiment depuis le début parce qu'il me faisait moins peur que l'apéro du Capitaine au début. Je n'osais pas écouter ces émissions de 3 heures. Et pour que cette émission ne dure pas 3 heures, je vais tout de suite commencer par le programme. Thio nous a préparé un crowdfunding, une petite rubrique rapide qui ne sera pas illustrée pour les gens qui nous regardent en vidéo parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Les chroniques, nous allons vous parler de voilà, tu vois, mon premier Bonjour de Bonjour l'angoisse, de Spirou l'espoir malgré tout. Et oui, c'est une grande sortie de ce mois-ci qui vient de sortir. Ça va être le succès de l'année dernière ou celle d'avant encore. C'est pas le tome 3 qui doit paraître Non, c'est le 2. Mais bon. Glénat, 50 ans. Arbos Anima, le tome 3. On vous a déjà parlé des 2 premiers il y a très longtemps, donc on va revenir un petit peu dessus parce qu'on était à la bourre. Le tome 2 des Montagnes hallucinées, dont nous avions beaucoup apprécié le tome 1. Et les tomes 2 et 3 d'Egovox. Petit clin d'œil pour cette rentrée des 10 ans. À l'atelier BD. Hein. Je pense qu'ils seront surpris qu'on chronique cette BD qui a peut-être 10 ans aussi, au moins. Je crois que le dernier tome, c'est 2010. Ouais, c'est ça. Et puis on fera un petit express avec des séries américaines, genre Daredevil, de la série allemande, genre Gungo, et de la série française, donc, de genre Pepper and Carrot, car nous sommes internationaux, nous aimons toutes les langues. Et je crois que nous allons tout de suite pouvoir démarrer avec le crowdfunding de Thio. C'est parti! Online. 10 ans et toujours pas de jingle. Merci El Dictator, c'est toujours un plaisir. Ouais, tu fais de toute façon ton truc depuis si longtemps que ça. Vas-y. C'est ça. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va parler donc du retour de l'ancienne, d'un grand détournement et d'un coup de cœur que j'ai
eu, mais que j'ai jamais acheté. Donc voilà. On va d'abord vous parler donc de Californie. Petit jeu de mots avec Californie, le nid de la Californie, un petit nid douillet. Donc, où Laurel, qu'on avait déjà suivi sur les 2 premiers crowdfunding qu'elle avait fait, donc qui s'appelait Comme Convenu, tome 1 et tome 2. Donc là, c'est la suite de son histoire, donc toujours la Californie, comment ils y vivent désormais, n'étant plus dans l'antre du diable. Un crowdfunding qui a déjà été backé, qui fonctionne très bien. Je crois qu'elle est à presque 900%. Elle a été encore très surprise du grand succès de son crowdfunding. C'est étonnant. Enfin bon. Donc là, ce sera un 19-26, 150 pages en noir et blanc. Si vous avez aimé Comme Convenu, certains vous diront que la suite est moins bien que Comme Convenu. Peut-être, mais bon. Moi qui la suis en ligne, j'ai trouvé le sujet toujours intéressant. J'aime beaucoup la façon dont elle raconte. Mais disons que on part un peu plus dans tous les sens au niveau du récit. Et puis, il n'y a plus les méchants aussi. Oui, il n'y a plus les méchants, etc. Mais disons que le récit part un peu plus... c'est une tranche de vie, mais avec la variété de sujets qu'il peut y avoir dans une tranche de vie. Et ça perd un petit peu en cohésion, on va dire. Après, j'ai pas lu en entier. Peut-être qu'à la fin, on va voir le truc qui fait que d'un coup, tout tient la route et que tout est lié. Il y a un ancien qui apparaît et qui détruit San Francisco. Peut-être. Ah, ok. Bon, pour 9 Le Big euros... Crunch. Même c'est plus bas, je crois que c'est plus vers Los Angeles. Enfin, quoique non, ils sont sur la faille aussi. Donc 9 euros, vous aurez le PDF, 20 euros, vous aurez le bouquin. Après, je crois que vous pouvez avoir des sacs en papier, un peu bobo, recyclables, tissu, en toile de jute. Des tote bags, monsieur. Des tote bags. Tote bag. Ouais, parce que tout le monde fait des tote bags désormais. À vous de voir. Ok, donc je t'envoie le suivant. Parle plus près du micro, s'il te plaît. On est un peu plus bas. Là, ça va aller mieux, peut-être. Là, ouais, c'est mieux. Ouais. Alors, celui-là, c'est mon petit coup de cœur. Quand j'ai préparé les crowdfunding, j'ai tombé sur ça et je me suis dit, ça a l'air trop bien. Donc, ça s'appelle Le Petit Guide de l'effondrement. Donc, c'est fait par Bande Détournée. Ce sont donc des strips, en fait, des petits comics des années 50 qui sont libres de droit, qu'ils ont récupérés et qu'ils ont, en fait, ils ont juste refait les dialogues en parlant justement de la fin du monde qui arrive, quoi. C'est, je trouve, bourré d'humour. Ça m'a fait beaucoup penser au grand détournement qu'Azanavicius avait fait sur Canal à l'époque. Dominique Mazeret et Michel Hazanavicius. Et franchement, voilà. Celui-là, il va, je pense, être baqué parce que ça a l'air d'être vraiment une grosse poilade. Et je pense qu'il y a quand même un énorme taf justement pour trouver à chaque fois le bon dessin qui fait bien avec le dialogue. Mais je crois qu'ils reprennent carrément des planches entières et qu'ils changent les dialogues. C'est ça, des planches entières, c'est énorme. Donc pour 9 euros, vous avez le PDF. Pour 20 euros, vous avez le bouquin. Et pour 30 euros, le bonus sympa, c'était... Ah oui, vous avez le jeu de la fin du monde ou le jeu de l'apocalypse. Le jeu de l'apocalypse. Ouais, c'est le jeu de l'apocalypse. C'est un jeu de cartes. Voilà. D'accord, un jeu de cartes de l'apocalypse. Très bien. Suivant. Yes. Pour le suivant, donc, c'est La vie et mort de Toyo Harada, qui est en fait chez les éditions Valiant. Je crois que c'est... Alors non, c'est Valiant, mais c'est Bliss Édition. Là, je parlais sous ta gouverne. Oui, Valiant, c'est Bliss Édition en France qui s'en occupe. Voilà, donc c'est le bouquin de Joshua Dysart. Là, il sort donc le dernier tome, donc Vie et mort de Toyo Harada. J'avais beaucoup apprécié, j'avais feuilleté plusieurs fois le Hardbringer, je ne l'avais pas acheté. Le Imperium qui était sorti après, je ne l'avais pas acheté non plus. Comme c'est le dernier tome, je me suis dit, il faut au moins que j'en parle. Et peut-être que du coup, ça va me donner le petit coup de pied au cul pour aller enfin acheter ces 3 bouquins qui donnent quand même vachement envie. Donc là, ils font un crowdfunding pour avoir soit les 3 bouquins d'un coup avec un joli coffret pour tous les ranger joliment dans votre bibliothèque. Ou si vous avez déjà les 2 premiers tomes, vous pouvez avoir le dernier tome et la boîte vide. Comme ça, vous pourrez tout ranger d'un coup aussi. C'est ce que je vais faire. Peut-être. Donc pour 13 euros, vous avez le PDF. Pour 23 euros, vous avez le bouquin. Et si vous voulez, donc avec... C'est les gros pavés, je crois, qui sortent. Ah oui, alors eux, quand ils te sortent une intégrale, c'est une intégrale, tu dois avoir... c'est un bon 3 cm d'épaisseur, quoi. Ouais, 3-4 cm, bien... Non, mais je ne parle pas de la couverture. Hein. Ouais, parce qu'ils font des omnibus aussi chez Valiant, de malades. Oui. Mais là, du coup, par contre, c'est pas... Chez Bliss. C'est pas 23 euros. Oui, voilà, c'est plus cher. Oui. Ceux-là sont beaucoup plus chers, mais... Voilà, ça me tentait en tout cas. Et de quoi tu vas nous parler ? Je vais vous parler de Bonjour l'angoisse, une bande dessinée de Lucille Gomez qui avait été prépubliée dans Phosphore et qui est éditée chez Vraum.
Raoum. Excuse-moi 2 secondes, il faut juste que je pousse notre invité qui nous vole monopolise notre voilà, tas, j'étais en train de, voilà, elle nous cache nos tas de BD et on a du mal à les choper. Et donc, cette fantastique bande dessinée Bonjour l'angoisse nous raconte l'histoire de 2 jeunes filles qui s'appellent Plume et j'ai oublié le nom de la deuxième, Marie Stone. C'est Plume et Marie Stone. Bien sûr, ce sont des pseudos qu'elles se sont donnés pour avoir la classe ado. Et à chaque fois, ça va être une grande page où elles vont nous raconter tous les aléas de leur vie d'ado. Les questions qu'on peut se poser, les interrogations qu'on a vis-à-vis du beau gosse, mais peut-être qu'il n'est pas si sympa que ça en fait, mais quand même il est beau gosse. Bref, on est purement dans de la chronique adolescente, et de la chronique adolescente plutôt bien faite, avec vraiment ce côté carnet. Je regrette presque qu'il n'ait pas eu un carnet à spirale au niveau de l'édition. J'aurais adoré qu'il ait été fait sur du spirale, parce que c'est ce qui est montré. Si on regarde bien les tranches, il y a une fausse spirale qui est dessinée et il aurait fallu qu'elle y soit, quoi. Je pense qu'en termes de coût d'édition, ça aurait changé pas mal de trucs, j'en sais rien. Ouais, il fallait faire tomber une bière. Il y a une bière qui se casser la gueule. Excuse-moi, tu peux mettre ta bière derrière ton autre ordi derrière, s'il te plaît? Ouais. Ah, non, mais je peux pas la boire comme ça. Non, mais je m'en fous, en fait. Quoi? Oui. Ouais. Donc... Il va faire une connerie. Ouais, vas-y, c'est ça. Mais là, à côté de la prise, ce sera parfait. Voilà, la bière est à côté de la prise, mais loin de mes mains. C'est mieux. Bref, elle nous raconte un peu leurs années de lycée. C'est joliment dessiné. C'est bourré de petits croquis, de petits détails dans tous les sens. Une palette de couleurs très légère et très joyeuse. Je suis pas vraiment le public, mais j'ai passé un bon moment à le lire parce que il y a un peu... on sent que c'est le lycéen qui a l'air crédible. Alors après, ça fait longtemps que je suis plus lycéen. Mais le lycéen de notre époque qui a l'air crédible. Le lycéen du siècle dernier, quoi. Ouais, moi je suis un lycéen du siècle dernier, exactement. Bref, voilà, moi j'ai pas mal aimé. J'ai passé un bon moment à découvrir ces jeunes filles et leur vie pendant le lycée. Thio. C'était plus dur pour toi. Ça a été plus dur pour moi, je ne vais pas le cacher. En fait, je suis parti super enthousiaste. J'ai commencé, j'étais à fond, ouais. Et puis au bout de 20 pages, tu fais, ouais, bon, c'est un peu retombé quand même. Puis au bout de 50, tu te dis, le temps devient long quand même. Et quand tu arrives aux 3/4, tu es là où tu dis, ok, putain, je vais mettre des coups de cravache pour continuer. Et en fait, non, c'était bien, mais c'était trop long. Ça m'a vraiment beaucoup... voilà, j'ai fini par m'ennuyer en fait dans le bouquin. Ouais. Et alors graphiquement, je trouve que l'idée du... là, c'est mieux. Ouais, ça va être top. C'est mieux, le micro est mieux réglé. Et si tu es un peu plus près, c'est top. Vas-y. Je fais ça. Je te fais ça tout de suite. Oh. Voilà, là on entend quand tu touches les câbles, ça nous fait de la SMR de touchage de câbles. Vas-y, poursuis. Excuse-moi, je suis un peu ému, j'ai un peu chaud d'un coup là. Donc j'en étais au point où je disais que ça m'a ennuyé. Il y a plein de jolies trouvailles, si tu veux, dans la façon de produire le carnet. Et dans tous les dessins qu'elle fait, bon, tu as des rébus, tu as vraiment, je trouve, plein d'originalité dans le dessin. Mais dans le qu'on s'appelle dans le traitement de la narration. Ouais, dans le fond, dans la... Ouais, j'ai pas été emballé, quoi. J'ai pas été emballé. Après, comme tu dis, c'est vrai que c'est un beau produit, c'est chouette. Il y a plein de bonnes idées, mais je sais pas. Ça n'a pas été trop peut-être pas ma came, quoi. Voilà. Donc t'as pas vraiment été adoré dessus. Ouais, moi non, je sais pas. J'ai vraiment beaucoup aimé ce côté. Après, c'est toujours le problème des trucs prépubliés qui sont pas faits à la base pour être lus en boucle aussi. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est fait pour être lu. Phosphore, c'est du mensuel. Tu lisais un bout par mois et puis ça t'accompagnait. Et c'était une sorte de petit rendez-vous sympathique, je pense. Peut-être qu'en recueil, ça perd un peu de son impact. Ouais, peut-être que le lire une fois par mois, tu en lis 3-4 planches par mois, je pense que c'est pas la même fréquence, quoi. Ok. Donc, bonjour l'angoisse, mes amis lycée de Lucille Gomez chez Vraum. Et là, j'ai raté le bouton. C'est mieux quand je trouve le bouton. Spirou, l'espoir malgré tout d'Émile Bravo, la première partie. Alors, quoi qu'il se passe,
Nous sommes donc aux alentours, je crois, de 1940 à Bruxelles. Et voilà, c'est le début, on va dire, de la... c'est peut-être pas encore le début de la guerre pour la Belgique. Si, ça va être le début de la guerre. Donc Spirou est toujours groom dans son hôtel. Fantasio est rentré dans l'armée belge. Il est stationné dans un fort, je sais plus le nom, mais un peu comme la ligne Maginot en France. Et ils attendent en fait que les Allemands attaquent. L'attaque va avoir lieu, mais ils sont persuadés quand même que les Anglais et les Français vont réussir à gagner la guerre. Ce qui sera vrai, mais pas pour tout de suite. Donc on va suivre en fait Spirou justement dans cette partie où on va avoir justement cette espèce de déroute des premiers combats, l'avancée allemande. Spirou va se lier d'amitié avec Félix et Flecka, sa femme. Donc Félix est un peintre allemand juif, qui a été considéré comme dégénéré par les nazis, donc qui est venu se réfugier en Belgique, et qui forcément, avec l'arrivée des Allemands, va être dans les premières personnes qui vont être mises en prison. Graphiquement, j'ai trouvé ça très joli. Il y a un côté un peu ancien dans le trait, mais qui fait, je dirais ancien et moderne. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous l'expliquer, mais tu as un traitement une image qui est un peu ancienne, mais avec un traitement très moderne. Et au niveau de la narration, j'ai beaucoup apprécié en fait le petit côté humaniste qu'il a réussi à donner à Spirou, avec pas mal justement de liens avec les gens. On n'est pas sur un... T'as pas le Spirou avec les aventures un peu à la Indiana Jones, tu vois, que tu pouvais avoir sur d'autres. Là, il rencontre de l'humain et il traite de l'humain, quoi. Il aide les gens, c'est un peu autre chose, quoi. Et dans tout ça, ça m'a quand même pas mal emballé, finalement. Je vais revenir un peu sur le côté très ligne claire d'Émile Bravo, qui fait penser au travail qu'avait fait Chaland sur Spirou. Quelque chose d'assez classique, même si on reconnaît un peu son trait. On est sur un style graphique aussi, enfin, au niveau des bulles qui font plus penser à du Tintin avec les bulles carrées qu'avec du Spirou. Il y a quelques références à Tintin d'ailleurs dedans, vu qu'à un moment donné, Spirou se retrouve un peu déguisé en Tintin. Il y a ce côté historique qui est intéressant, ce côté de montrer la guerre du côté des civils, ce qui est quelque chose qu'on voit de plus en plus, mais qui reste quand même quelque chose d'assez peu commun. Et ce côté personnage au grand cœur qu'est Spirou, qui reste un aventurier parce qu'il n'hésitera pas à se mettre face au danger pour aider les autres. Cette galerie de personnages classiques, toujours ce Fantasio iconoclaste qui étonnamment est peut-être le plus naïf des deux. C'est-à-dire que Spirou a l'air d'être dans cette BD tout le long dans l'interrogation, de se dire mais c'est pas normal ce qui se passe, il y a quelque chose qui le gêne, qui lui échappe, il comprend pas. Alors que Fantasio a toujours l'air sûr de lui, est persuadé que tout va bien se passer, que il va s'en sortir en faisant des trucs mais complètement hallucinants. Enfin, ce côté vraiment personnage fou qu'il y avait dans les débuts de Spirou. Et par contre, effectivement, au niveau du caractère, Spirou n'a pas ce côté meneur qui peut avoir dans les séries plus récentes, comme les bouquins de Tom et Jean-Ry, ce qu'on voit dans ceux de Vellman, où Spirou est vraiment un héros un peu plus qui fonce dans le tas, quoi, qui a pris un peu d'envergure. On voit qu'on est dans un peu la jeunesse d'un personnage, et une jeunesse qui n'est pas une jeunesse où il ne pense qu'au cul de sa maîtresse, comme dans d'autres jeunesses du personnage. Mais il était beaucoup plus jeune à l'époque. Ouais, c'est ça. Et il y a quelque chose sur cette vision de montrer qu'il n'y a pas de mauvais côté non plus, les Allemands sont pas tous méchants, et que c'est plus compliqué que c'est compliqué. Que la guerre, quel que soit son camp, c'est compliqué. Et c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Et ce côté, l'espoir malgré tout, ils se disent, malgré les soucis, ça va aller mieux. Et on arrive à la fin de ce tome-là en se disant, peut-être pas en fait, et on attend la suite avec impatience. Je rappelle que c'est pas la première fois qu'Émile Bravo va sur du Spirou. Il avait fait le journal d'un ingénu, qu'on avait beaucoup aimé aussi. C'est un des Spirou et Fantasio par que j'avais beaucoup aimé, au point que c'est amené ce nouvel épisode et presque une série sur cette thématique. D'ailleurs, quand j'étais à Saint-Malo, là, il y avait une exposition autour de Spirou et il te disait que c'était une autre série.
te disaient pas que c'est les hors-série Spirou part. Ils te disaient que Journal d'un ingénu et Spirou l'espoir malgré tout, c'était une autre série dérivée. Tu vois, carrément, ils ont dit on fait un autre spin-off à part. D'accord. Ce que je trouve un peu dommage, mais tu sais, de renier l'origine du truc, quoi, du projet. Mais bon. Voilà. Franchement, un très bel album d'Émile Bravo. J'ai hâte de lire la suite pour voir où ça va nous mener et si on va voir ce personnage de Spirou prendre de l'envergure au niveau du tempérament, même s'il est déjà très très grand au niveau des sentiments. Ça pourrait faire une chanson de Barbelivien, ça. L'envergure dans le tempérament. Et, ouais. Je crois que tu as déjà le front en fait de Barbelivien. Oui, voilà. Ah, Elle était gratuite celle-là. Mais peut-être pas fausse quand même. Peut-être 10 ans. Ouais, 10 ans quand même. Ça. Pardon. Je suis très légèrement plus fort que toi, Thio, mais c'est parce que je dois mieux parler dans le micro, parce que j'ai monté ton son et que le mien il est bien l'endroit, ton micro. En fait, c'est que du coup, j'ai du mal avec le micro ouais, et la caméra. Tu vois, Ouais, je sais, c'est le micro qui est plus important, même si tu es beau et que tu n'as pas mon front. Eh bien, nous allons, je pense, pouvoir partir sur la suivante. On attend que toi, en fait. Pour partir. Glénat, les 50 ans. Glénat, 50 ans d'édition, l'album. Joyeux anniversaire. Alors, ce n'est pas l'âge de Jacques Glénat, qui est plus vieux. Voilà. Oui, Glénat est une maison d'édition qui a 50 ans, une maison d'édition qui a beaucoup marqué le paysage de la bande dessinée moderne en amenant... C'est vrai, Randall a raison, il y a 10 ans, tu avais les cheveux longs. Non, ils n'étaient pas longs il y a 10 ans. Ils étaient mi-longs. Ouais, c'est possible. Mais j'avais déjà ce front. C'est comme quoi il y a des choses qui ne changent pas. Je faisais plus de Miss Rousseau dans le look, tu vois, que... Pardon. Donc, j'avais pas la barbe. 50 ans d'édition au Glénat l'album, revenons. Donc, ils ont amené beaucoup de choses. Glénat, ça a été Peter Pan, ça a été Akira, donc l'arrivée du manga en France aussi, en partie. Des séries d'aventures, Titeuf, Joe Bartim, enfin, ils sont tous sur la couverture, hein, vous pouvez le voir, les plus connus en tout cas. Donc Glénat a apporté beaucoup de choses au monde de l'édition, Jacques Glénat en tout cas, il a aussi apporté beaucoup de choses au monde de la critique des éditeurs. Non mais c'est vrai, les Panama Papers, les critiques mais sur... ça c'est pas un problème d'éditeur, hein. Là c'est un problème d'autre chose. Les critiques sur le fait que ouais mais c'est normal que les auteurs ils bossent gratos le week-end, tu vois, tout ce genre de trucs. Mais ça reste quand même quelqu'un qui pour moi a enrichi le paysage de la bande dessinée, a permis cet enrichissement. Et donc, ils ont demandé à tous les auteurs de faire 2 planches qui racontent, en gros, l'auteur arrive aux éditions Glénat et voilà. Voilà ce qui se passe. Et ils ont quand même chopé une galerie d'auteurs non négligeable. Oui, c'est hallucinante. Parce qu'il y en a qu'on ne s'attendait pas forcément à voir, genre un Otomo, qui se fait rare en dessin. Non, mais c'est vrai, je veux dire... Alors attends, il n'y a pas de liste de tous les auteurs qui ont participé, c'est chiant. Si, Tadashi Hagu, Shuiko Kimoto, Olivier Balès, Fred Bernard, Jean-Yves Delitz, j'en dis plein au hasard en fait. Julien Nil, Nob, Petit Luc, Manara, Loisel, Nicolas Petrimo, Stan Evans, Thébault, Sylvain Vallée, bref, plein de monde, qui ont tous fait leurs 2 planches avec plus ou moins de à l'arrache. Il y en a un qui dit même à la fin, la prochaine fois, il faudra que je le fasse pour les 60 ans, il faudra que je le fasse avec un scénariste. Voilà. Avec plus ou moins d'intelligence. Après, il y a parfois quelques pics sur Jacques Glénat aussi, parce qu'ils se permettent de titiller des petits points de critique autour du personnage. Et je trouve ça assez avoir un certain recul sur soi-même, de permettre que des auteurs se moquent un peu de toi en rappelant tes petits défauts que tu peux avoir en tant qu'aussi homme d'affaires. Ouais, ou alors c'était juste pour faire croire qu'en fait il était cool et qu'il acceptait l'autocritique, alors qu'en fait pas du tout, et que ces mecs-là en fait ne signeront plus jamais un contrat chez Glénat. Ou qu'en fait ils s'en foutent tant qu'ils touchent la caille. Peut-être aussi. Ouais, voilà. Donc on est sur quelque chose d'assez intéressant parce que c'est bourré de choses. Maintenant, c'est un peu un album promotionnel, on va dire. Ça va être... Je vais vous montrer tout ce qu'on a réussi à attirer comme talent en 50 ans. On va tous les mettre, enfin, une grande partie, parce qu'il y en a d'autres, dans un album. Et ce que je disais, les auteurs ont joué le jeu de façon plus ou moins intelligente. Donc, c'est très, très variable en termes de qualité.
Est-ce que tu penses qu'ils ont été payés pour ça? Moi, j'imagine bien quand même. Graphiquement, ça reste très propre parce qu'ils sont tous bons dans leur genre. Sachant qu'ils se sont adaptés aussi au format aussi, parce que les Japonais qui ont travaillé au format européen. Hein. Donc voilà, c'est toi et puis t'as le Scrum Mustache dedans. Moi, le seul truc qui m'a vraiment fait kiffer, finalement, c'est la couve quand même. Hein. La couve et des chiens. Je sais qui a fait cette couve déjà, qui est très très jolie. Je sais pas, mais elle est jolie. Ouais, ça doit être écrit dedans, mais voilà. Donc toi, à part cette couve que t'as fait kiffer. Comme tu dis, le souci c'est que c'est un peu inégal. Il y en a qui sont. Moi j'ai eu l'impression de prendre un bouquin de blagues. C'est Nicolas Pétrimo la couverture. Ouais. Tu vois. C'est du coup. C'est un bouquin de blagues, donc il y en a qui te font rire, il y en a qui te font pas rire. Il y en a. Tu trouves ça affligeant. C'est un peu inégal. Maintenant, c'est vrai que ce qui était cool, c'est de voir que tu as plein d'auteurs différents et qui venaient d'univers différents qui sont venus faire ça là-dessus. Voilà, c'est un recueil sympa. Maintenant, heureusement qu'ils nous l'ont offert. Parce que je l'aurais jamais acheté. Oui, non, je l'aurais jamais acheté. Mais disons que j'étais curieux de l'album, voir comment ils allaient célébrer ça. Je crois que je l'ai même pas demandé celui-là. On l'a reçu en SP sans rien demander. Bah ouais, d'office. C'est un office, comme ils disent. Nous allons donc pouvoir passer à la bande dessinée suivante, monsieur. Arbos Anima, le tome 3. Tintin. Bon. Alors, on a parlé il y a très longtemps des deux premiers tomes, donc il va falloir un peu resituer les choses. Je t'avoue que j'ai commencé le tome 3, je ne savais plus trop où j'en étais, mais j'ai à peu près rattrapé dans mon cerveau. Bon, je vous la fais rapide, en fait. Je me rappelle plus le nom de famille, par contre, du personnage principal. C'est Noah, son prénom. Grosso modo, le gamin, on l'a gardé en serre. Mais pour de vrai, dans une vraie serre. Dans une vraie serre pour le faire grandir. Parce qu'en fait, il a un super contact avec les plantes. En fait, quand il touche les plantes, il rentre en contact avec elles et il peut savoir où était la plante, qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a senti, est-ce qu'elle a été déplacée, est-ce qu'il y a eu des personnes qui sont venues la toucher. Il peut savoir plein de choses. En fait, il a une sorte de pouvoir magique. Et il est donc collecteur en fait, de plantes exotiques. Donc on l'envoie à l'autre bout du monde chercher des plantes, parce qu'il y en a un qui veut un géranium, un autre un azalée, un qui veut un arbre à sucre. Enfin bon, voilà. Bon, ok, on suit l'histoire de ce gars-là. Il est minot et il a un garde du corps, Rudyard. Rudyard, donc, qui était en fait le garde du corps de son père. Son père qui est mort, qui a été assassiné. Rudyard, d'ailleurs, continue à s'autoflageller avec des orties frais récoltés par son maître. Au sens premier du... Non. Par contre, il s'en veut encore quand même. On va avoir donc un autre personnage. Donc, bon, eux, ils vont... Tome 1, ils se baladent, ils vont chasser un peu de la fleur. Tome 2, on a une autre qui arrive qui s'appelle Linda, je crois. Eva, qui en fait, elle cherche un gars qui a, pour prendre une plante qui a brûlé son village, sa forêt, sa famille, ses enfants, son chat, son chien, ses peluches, tout. Hacham, qui est donc un autre collecteur de plantes, mais qui est visiblement un collecteur de plantes un peu je m'en foutiste, et je prends les plantes et je m'en fous des autres. Voilà, un méchant. C'est le méchant de l'histoire. Mmh. Donc, on est fin 19e siècle à peu près. À peu près fin 19e. Pour situer l'époque aussi, parce qu'il y a ce côté-là un peu début de la technologie, des transports rapides avec un peu la vapeur. Les transports rapides en vapeur quand même. Oui, non, mais vapeur, c'est le début des transports rapides, monsieur. Ouais, c'est quand même raisonnable. Voilà, mais bon, on n'est pas dans du steampunk, mais dans cette idée-là un peu. C'est un peu un pouvoir à la Tony Chu, je suis d'accord. C'est vrai que s'il goûte peut-être les trucs, peut-être qu'il peut avoir quelque chose. C'est pas faux. Donc là, voilà. Hacham essaye donc de flinguer le gamin, Noah, parce qu'en fait, on découvre que tout le monde en fait veut ce gamin comme... tout le monde le veut. On ne sait pas trop pourquoi, mais tout le monde le veut, sans doute à cause de son pouvoir. Bien que visiblement, Hacham, s'il le bute, ne serait pas mécontent. Et dans le tome 3, en fait, on s'intéresse beaucoup plus en fait, à Rudyard, donc le garde du corps, qui s'en veut toujours de la mort du père. Qui est très inspiré par Kenshin au niveau du look. Je ne sais pas si tu vois le manga. Qui en fait avant était un pirate qui s'appelait Grenade, qui avait été justement en fait, récupéré par le père, qu'il avait en fait grosso modo sauvé de la pendaison, comme tout bon pirate qui se respecte. Et à ce moment-là, il était rentré au service du père de Noah. Et ce tome 3, ça va être plutôt le fight entre le garde du corps de Hacham et le garde du corps de Noah. Voilà. On va quitter nos amis dans une situation assez périlleuse. Ils sont sur une île assez hostile avec beaucoup de personnes qui leur courent après. Et avec comme seul ami une plante qu'ils doivent chercher. Voilà. Donc
Il y a du suspense. C'est bon, j'ai fait un bon pitch. Là. Ouais, c'était un beau pitch. Surtout depuis le... Je sais plus quand on a parlé du tome 1 et 2, mais c'était il y a très longtemps. Oui, c'est un moment qui traîne dans notre pile, celui-là. Je te rappelle que j'ai dit, je vais relire quand même le 1 et le 2 avant de faire le 3, parce que là, j'étais quand même trop lointain. Ah oui, moi j'ai perdu le 1 et le 2, donc autant te dire que c'était plus dur pour moi. Non, j'ai tout refait depuis le début, parce qu'il n'y a que 3 tomes. Allez, vas-y, lance-toi. Bien joué. Merci. Graphiquement, c'est pas foufou, c'est efficace. Il y a des scènes de... Il y a les plans un peu en forêt qui sont sympas, mais voilà, je dirais manga classique, quoi. Il n'y a pas un truc nouveau là-dedans. Au niveau des personnages, je pense qu'on va dire que c'est peut-être du déjà vu, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça fonctionne en fait. Je suis presque pris de passion en fait pour les plantes. Et non, je déconne. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a qui s'arrive ? J'allais dire à Evelyne que le micro c'est pour qu'elle parle dedans, pas pour qu'elle tape dessus. Oui, mais ça c'est parce qu'elle l'a pas encore domestiqué, tu vois, elle n'est pas habituée au truc. Voilà. Non, écoute, ça m'a presque plu, voilà, Arbos Anima. Presque plus. Non, mais sérieux. J'arrive pas à savoir si c'est un compliment ou une critique. Non, en fait, voilà, tu vois, j'ai presque l'impression que c'est un plaisir honteux. Tu vois, putain merde, ça me ferait chier, mais je vais peut-être dire que ça m'a plu quand même. Alors moi, je vais revenir dessus. Ouais, c'est un shonen efficace avec un sujet un peu original. Par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude sur ce genre de BD, ce côté plante, etc. Où on retrouve des codes classiques où tout le monde a un passé mystérieux, chacun des compagnons va vivre son aventure, etc. Enfin, mais c'est bien construit, c'est efficace. Moi, j'aime bien le dessin. Tu disais que voilà, moi je trouve que le dessin marche bien. Il y a du dynamisme. Alors effectivement, quand il commence à rentrer dans un peu plus de détails au niveau des décors, ce genre de choses-là, ça gagne beaucoup en valeur, mais ça marche. Voilà. On passe un bon moment à lire Arbos Anima. Je sais même pas s'il y a d'autres tomes qui sont sortis. Le 4 et le 5. Ah, et c'est fini ? Je sais pas, parce que ça fait je sais pas. Je sais que 4 et 5 tomes. Bon, on essaiera de choper la fin. Bref, non, Arbos Anima, voilà. Une bande dessinée sympathique, un manga effectivement qui révolutionne pas le genre, mais je pense que si vous êtes un peu à court de shonen sympathique, ça vaut le coup de se lancer dedans. Voilà, et là je dois recliquer vite sur le bouton. Piou. Piou. Les montagnes hallucinées, le tome 2. Nous avions bien apprécié le tome 1, mais le tome 2 a été caché loin. Je crois qu'il y a un commentaire sur le chat qui... Oh, Randall nous lance un concours de jeux de mots sur les plantes. Le jeu de mots sur les plantes. Alors, vas-y. 4 à la suite, quand même. 4 à la suite, vas-y. Tu peux dire... C'est un peu avec Julien Lepers, quand même. Ouais. Est-ce qu'on retourne aux racines du shonen ? Est-ce que les persos sont durs de la feuille ? Ou sont-ils de vieilles branches ? Sont-ils dans la fleur de l'âge ? Alors, ouais, c'est un peu les racines du shonen, oui, effectivement. Les persos durs de la feuille, non, je crois pas qu'il y en ait. Vieilles branches, ils sont morts, les vieux, souvent. Hein. Regarde, ta grenade, quand même. On fait un petit retour en arrière. Et dans la fleur de l'âge, oui, le héros est dans la fleur de l'âge, principalement. Mais nous allons parler des montagnes hallucinées. Un chef-d'œuvre de Gu Tanabe. Je dis chef-d'œuvre parce que c'est ce qui est écrit dessus, des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Qui nous raconte la suite des mésaventures de l'expédition dans les montagnes du pôle Nord. Sud, ouais, j'avais une chance sur deux. Hein. C'est 50-50 là. Je sais. Je tente le 50-50. Très jeu ce soir. Donc du pôle Sud. Donc une expédition qui est partie avec globalement deux fortes têtes, le dirigeant de l'expédition et une autre forte tête parmi les autres chercheurs. Forte tête qui était partie tout seul vers la fin du tome 1 et qui a disparu. Alors qu'on lui avait dit de ne pas y aller. Parce qu'il a vu des choses vraiment étranges, des sortes de cadavres de créatures, de constructions en forme d'étoiles bizarres, et surtout des sortes de villes, vraiment de choses qui semblent à des villes antiques, qui seraient encore dans un état... voilà. Donc, l'autre scientifique part à la recherche pour essayer de le sauver, mais ils ont un temps très limité. Ils partent en avion pour s'avancer, parce qu'ils sont quand même bien avancés sur le terrain. Ils galèrent pour se poser, c'est à peu près comme ça que ça commence. Et on a une équipe de 2 personnes, seules au milieu du pôle Sud, qui découvrent une grande cité, une très grande cité, et qui essayent de retrouver leurs collègues, je ne vais pas dire amis, parce que c'est pas vraiment le cas à la base, disparus.
On est donc dans une adaptation de Lovecraft qui me semble... Alors, j'ai pas lu la nouvelle originale, donc Thio, je pense que... Toi, le roman original, tu l'as lu, toi Voilà. Donc, tu pourras peut-être plus me parler de la fidélité. Et j'ai été, premièrement, étonné par deux choses. Première chose, c'est super didactique sur les grands anciens, tous ces mystères d'anciennes civilisations, tout ce côté-là. Voilà, j'ai trouvé ça super didactique. Parce qu'en fait, peut-être parce que j'ai jamais lu l'appel de Cthulhu et que savoir comment est-ce que les différentes entités ont essayé d'envahir la Terre, chacune à leur façon, à travers les époques, qui a été sous les ordres de qui, entre les Shoggoths, les Cthulhu, etc., et leur positionnement. J'ai été surpris aussi du fait que ce soit basé sur la nouvelle traduction, je pense, de Lovecraft, parce que le mot grand ancien, par exemple, n'est pas utilisé. C'est une autre expression qu'ils utilisent, je ne sais plus ce que c'est. Il y a plein de petits points comme ça qui m'ont fait, tiens, voilà. Et puis j'ai été, mais ça, je n'ai pas été surpris parce que je l'avais vu dans le tome 1, agréablement content de retrouver le trait de Gu Tanabe, qui arrive à dessiner l'indicible. C'est ce que j'avais déjà dit. C'est-à-dire qu'il arrive à faire des sortes d'amas de choses dans ses dessins. On arrive à reconnaître qu'il y a un truc à l'intérieur, mais on ne sait pas trop quoi. Et on le reconnaît juste pour se dire, il y a une forme qui doit être quelque chose de vivant, mais laisse vraiment. Est-ce que c'est pas mon esprit qui me joue des tours et qui l'imagine au milieu de tout ça? Et puis surtout ces paysages qui sont hallucinants. Ce travail de la hachure qui peut rappeler un petit peu le travail d'un Gustave Doré, parfois dans un travail mais d'une méticulosité hallucinante. Bref, je crois que c'est la BD qui m'a fait le plus comprendre ce que pouvait être la profondeur et la richesse des bouquins de Lovecraft. Voilà. À toi, monsieur. Je te remercie. Là, écoute, je sais pas. Tu veux vraiment renverser les trucs toi ce soir, c'est terrible. Ouais. C'est le nouveau thème de mix. Vas-y, parle. Continue. Je bois. Ouais, fais pas semblant, s'il te plaît. Que dire de plus? Bon, oui, je vais dire quand même que sur le côté didactique, c'est quand même beaucoup mieux fait que dans les bouquins de Lovecraft parce que tu as un visuel. Et que dans les bouquins de Lovecraft, tu as juste des grands pavés de texte qui t'expliquent justement les liens entre les différentes races. Les fungi, les machins chauds. Sauf que du coup, comme tu as juste la description de Lovecraft et la façon dont il t'en parle, c'est beaucoup moins attrayant. Mais là, sur ce coup-là, je trouve que, comme tu dis, il y a tout qui est fluide. Là où des fois, je trouvais quand même que le texte de Lovecraft est peut être un peu râpeux, quoi. C'est un peu rébarbatif. Il y a des moments, il y a des longueurs. Mais là, je les ai pas retrouvés. Oui, ça venait du style de l'époque aussi. Oui, tout à fait. Lovecraft, mais par exemple, je les ai pas dans le Conan. Et pourtant, c'est la même époque. Ouais. Voilà. Donc, c'était aussi une question du style de Lovecraft. Et là, ça passe crème, quoi. Ça passe crème, c'est fluide. Je dirais qu'il y a en plus le côté sur les montagnes hallucinées, le côté éditeur avec l'espèce de carnet en cuir et qui te donne l'impression de feuilleter en fait finalement le carnet du gars qui l'a vécu, quoi. Même si c'est vrai qu'a priori il n'aurait pas fait de dessin pour le raconter, certes, mais je trouve que tout rajoute à l'atmosphère et je trouve qu'au niveau expérience de lecteur, ça a été un immense plaisir. Je trouve qu'en plus, ça inscrit Lovecraft dans une sorte de modernité du récit. Alors, ce que tu disais, ces textes, alors j'ai lu quelques nouvelles, j'aime pas les montagnes hallucinées, mais quelques nouvelles, ont ce côté un peu râpeux, un peu de leur époque, un peu longuet, un peu lourd par moment. Alors, ça vient peut-être aussi des traductions. On sait que les premières traductions de Lovecraft, c'était pas forcément les meilleures du monde. Et là, ouais, j'ai trouvé ça mais très moderne dans le récit, ce côté très scientifique, par exemple, qu'il y a sur l'étude de ces monstres, ces créatures dont on découvre l'histoire et l'origine. En gros, ça raconte que ça, les montagnes hallucinées, et surtout le risque qu'elles auraient de revenir sur notre monde. Voilà. Donc, moi, je mets un coup de cœur. Mais ça s'entendait peut-être quand je fais ma chronique. On l'a senti. Mais en même temps, comme je l'avais déjà proposé, donc, et qu'on a dit que comme Tizak allait nous botter en touche, parce que c'est juste un salaud, on s'est dit que voilà, on le ferait qu'à deux, et comme ça, du coup, ça passe. Moi, je dis, ouais, c'est vraiment un immense coup de cœur. A priori, il aura
Il va faire une autre adaptation. Ce que j'ai vu, Kutanabe. Par contre, je ne sais plus quel bouquin c'est qu'il va réadapter, mais pareil, on va rester dans le monde de Lovecraft. Voilà, je pense qu'on va y jeter un œil et en rester proche. Donc, Les Montagnes hallucinées de Kutanabe aux éditions Kiyun. Joli coup de cœur que l'on ne saurait que vous recommander. Et comme le dirait Randall Flagg, Les Montagnes hallucinées, j'ai que tout lu. Voilà, c'était pour mettre un peu de... Voilà. Le baume au cœur. Ouais. Alors là, on est sur du vieux quand même. Hein. Du vieux, on est quand même dans le bon siècle, mais Egovox, alors nous avions lu le tome 1. Ouais, il y a un moment. Il y a un moment qui avait créé, on va dire, une sorte de tension au sein de l'équipe. Je l'avais pas lu à l'époque. C'était entre Ti et toi. C'était entre Ti et moi. Il y avait une grosse... voilà, je vais refaire mon Tisac. Mais c'est de la merde. Voilà, c'était un peu à la Jean-Pierre Coff en train de nous jeter le truc à la gueule. C'est de la merde, c'est dégueulasse, c'est mal dessiné, c'est mal rédigé, il y a tout qui est pourri, même le papier sent la merde. Voilà. Je le refais bien quand même, non? Ouais, il y a un peu de ça. Et je lui avais dit, ouais, mais c'était leur premier bouquin. Au niveau du dessin, il a vachement évolué ensuite. Faut le replacer dans le contexte, tu vois. Et bon, lui, il trouvait pas. Donc, du coup, j'avais dit, j'achète tout de suite les deuxième et troisième tomes que j'avais. Non, deuxième tome. Deuxième tome, parce que c'est Yigel qui nous a offert quand même le tome 1 et 3. De passage par ici, quand il préparait la création de l'Atelier BD, son podcast actuel, que je vous recommande. Et donc, du coup, j'avais commandé le tome 2 le soir même, on l'a reçu, on les a lus, et on vous les chronique. Pour vous faire un petit rappel, donc Egovox, c'est quoi? Donc on a un univers donc futuriste dans lequel Ego One, qui est une sorte qui est une intelligence artificielle en fait, commence à diriger de plus en plus donc les humains. Et on va avoir Wooker, qui est en fait le parfait anonyme, qui se retrouve finalement qui obéit à toutes les règles, qui fait tout et qui finalement va se retrouver sans trop le vouloir en plein milieu de la rébellion. C'est-à-dire ceux qui veulent combattre Ego One avec donc son robot qui s'appelle Milchek et sa copine... Ouais, les noms, on a toujours du mal. Qui s'appelle, je sais plus, mais ça va, et j'ai quand même déjà 3 noms sur 4, c'est pas mal. Donc du coup, tome 1, il se retrouve dans la rébellion. Tome 2, on va avoir notre héros qui va se chercher pour justement diriger un petit peu la rébellion, voir comment est-ce qu'on peut faire pour renverser Ego One. Et le tome 3 qui sera, ça y est, la révélation est là. Wooker est un vrai rebelle et il va combattre le grand méchant. Yeah. Mais même si, en faisant un pitch comme ça, vous vous dites, putain, ouais, c'est quand même assez classique. On est en 3 tomes, donc on a un petit peu un nouvel espoir. Hein. Il rentre dans la rébellion, il fait une sorte de coup d'éclat, mais on ne sait pas trop comment. L'Empire contre-attaque, il se passe plein de merde, mais il s'en sort. Et finalement, le retour de Wooker. Ouais, ça peut le faire, ça. Le retour de Wooker qui finalement botte le cul du méchant. Bon. Mais oui, mais ça fonctionne. Ça fonctionne et j'ai passé quand même un moment assez sympathique. Surtout, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, et là, peut-être que c'est totalement personnel, c'est de voir en fait la progression au niveau du dessin dans les 3 tomes, où tu as un dessin qui était peut-être pas top dans le premier tome, certes, mais tu vois vraiment la progression du dessinateur, à la fois dans le design de ses personnages, mais aussi dans le dynamisme de la narration, dans la façon de faire ses cases. Enfin, tu vois plein de choses qui évoluent et j'ai trouvé ça passionnant. Alors peut-être qu'après, Egovox en lui-même n'est peut-être pas un bouquin de folie qui plairait à Thierry, certes, mais moi j'ai pris en fait pas mal de fun à finalement lire une histoire qui est peut-être assez classique, mais qui m'a permis de voir l'évolution d'un dessinateur. Alors, un de mes principaux regrets dans Egovox, c'est le méchant. Voilà, le méchant, c'est le genre d'histoire qui aurait mérité un méchant qui en jette plus, je trouve. C'est mon plus gros regret, entre guillemets. Par contre, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est le personnage principal qui a un côté, justement, alors qu'on a un récit très classique qui fait fortement penser à du Star Wars, je veux dire, on sent que l'influence Star Wars, elle est assez évidente sur la construction. Il a un caractère
une façon dont il est écrit, qui a ce côté un peu égoïste, hein, il pense à lui, etc. Il évolue au fur et à mesure, et qui, malgré ce côté égoïste, devient un peu héroïque, tout en conservant ce côté égoïste, qui est intéressant. Ils auraient peut-être un peu moins le faire changer vers la fin, parce que il aurait pu fonctionner quand même en tant que héros, s'il avait un peu moins fait changer, pour garder cette spécificité d'avoir le côté héros malgré lui, mais aussi le héros qui fait ça pour lui. Tu vois, j'aurais trouvé ça un peu intéressant, et ça aurait, vis-à-vis de la thématique de la BD aussi, voilà. On aurait été dans quelque chose d'un peu plus original au niveau de la conclusion. Par contre, effectivement, dans le genre bande dessinée d'aventure, space opéra, etc., on est dans du classique, mais ça marche plutôt bien, c'est plutôt efficace. On voit effectivement les designs évoluer, surtout sur le travail des designs des robots. Par exemple, quand ils ont voulu faire un robot féminin, et on sent que d'un coup, même s'il a voulu mettre plus de courbure dans le robot pour rajouter un côté féminin, on sent aussi qu'il y a un dynamisme dans le dessin qui est beaucoup plus efficace. Mais par exemple, voilà, je dirais, là tu es en train de feuilleter les dernières planches, il y a quelques très gros plans sur la tête du méchant, qui, dans ce style un peu minimaliste au niveau du trait, tu vois, je veux dire un peu simple, pas minimaliste, mais simple au niveau du trait, font un peu bizarre. Tu vois, ce très gros plan où, en fait, il n'y a pas grand-chose, parce qu'il ne peut pas faire un très gros plan en rajoutant beaucoup de détails, parce que ça ferait bizarre. Donc voilà, il y a quelques points, je pense, voilà, qui font qu'on sent que c'est une œuvre de jeunesse, mais qui a beaucoup de qualité. J'aimerais bien revoir Yigael travailler sur autre chose que de la bande dessinée historique, même si on reparlera du travail de Yigael bientôt, justement, à ce niveau-là. Ouais, on est les trois à l'avoir lu, c'est le seul qu'on est les trois à avoir lu en ce moment, voilà, avec Apollo 11. Voilà. Donc, nous parlions donc de Egovox chez Aquileos, mais c'est vachement dur à trouver. Donc nous, on arrive à vous parler de bande dessinée que vous allez avoir du mal à trouver. Mais en occasion, ça se trouve, on le prouve. De Yigael et Seka. Et où il est? Oh putain. Où est-ce qu'il est le bouton Express? Ouais. Hein. Express. Fais péter l'hyperdrive. On fait péter l'hyperdrive, car maintenant nous allons parler de bande dessinée rapide. Je vous repasse plein de choses, et nous allons parler donc de j'ai pas cliqué sur les bons boutons, Daredevil Legacy, le tome 2. Daredevil, pour rappel, on va revenir un peu sur les derniers événements de la série. En gros, il est devenu procureur, mais suite à ça, Wilson Fisk s'est fait élire maire de New York. Matt Murdock est devenu procureur. Wilson Fisk est devenu maire de New York. Il décide de prendre Matt Murdock comme premier assistant, en gros, du maire. Sauf que Wilson Fisk se fait péter la gueule. Et qui c'est qui devient le nouveau maire à ce niveau-là? C'est censé être Matt Murdock. En fait, non, c'est pas vraiment les règles, mais il te trouve une excuse pour expliquer que oui, ça va être comme ça que ça va se passer. Je résume bien d'un point de vue légal. C'est ça, c'est bien résumé. Et donc, Matt Murdock se retrouve le maire de New York, et alors que Wilson Fisk avait voulu faire interdire tous les super-héros en ville, une attaque de la main débarque, et Matt Murdock décide de rassembler tous les super-héros pour lutter contre la main. Non, il fait sortir tous les super-héros de prison. Voilà. Et même les super-vilains aussi. Et même les super-vilains, pour lutter contre la main. Charles Soule et Mike Anderson s'occupent de ce tome. Au niveau du dessin, j'aime beaucoup le travail de Mike Anderson. C'est très efficace, très dynamique. Je ne connaissais pas cet auteur, et je trouve qu'il apporte le juste milieu entre le côté super-héroïque et le côté sombre, que j'apprécie particulièrement dans Daredevil. Charles Soule nous fait un petit peu de légal, et c'est ce que j'attendais d'un auteur qui vient de ce domaine-là. Ça y est, il y reste un petit peu. Bon, maintenant, le méchant, la main qui débarque, qui attaque tout le monde, on va dire que c'est un peu du vu, revu. Voilà. C'était un Daredevil sympathique, mais comme dirait bien, mais pas top. C'est comme dirait l'inspecteur. Ok. Tu valides rapidement? Non, je valide. Rien à ajouter? Je pense que ça peut être un cycle sympa qui démarre. Voilà. Une suite peut-être sympathique. Gungo, tome 4 de, alors attention, Von Eckersberg et Von Comment. Gungo, tome 4, donc nous suivions
nos frères qui étaient donc dans Fort Apache, en plein milieu donc du territoire des grands méchants, enfin des sortes de singes dégénérés qui tuent tout le monde. Un petit rappel, c'est que donc Archer en fait a été banni de Fort Apache parce qu'il a été accusé du viol de Céline. Alors bien évidemment, nous savons que c'est un viol qui n'y est pour rien en fait, parce que c'est l'économe de la ville qui en échange de menus services demande des faveurs sexuelles aux femmes. Donc Archer a été banni. Donc son frère Zach, lui bien évidemment, il sait que son frère est innocent. Il va partir avec tous les jeunes de la ville chercher Zach. Ils vont le retrouver. Seulement entre-temps, il va arriver donc des événements fort fâcheux. Et pour Fort Apache, et pour les jeunes en général qui sont encore à l'extérieur de Fort Apache, qui nous laisse dans une situation un petit peu complexe. Je crois que le Gungo tome 5 sera le dernier, ou c'est en tout cas... Il me semble. Ouais, c'est le dernier ou c'est l'avant-dernier. Moi, j'attends la suite avec impatience. Au niveau graphisme, ça me plaît toujours autant. Là, au niveau scénario, on arrive à des trucs... voilà. Il y a de la tension, il y a de l'attente. Voilà, vivement la suite. Oui, je trouvais le tome sympathique, je confirme. J'attends la suite. On va voir ce que ça donne en espérant que la conclusion sera à la hauteur du voyage. Et nous finissons en parlant de Pepper and Carrot. Pepper et Carotte, d'ailleurs, c'est le titre français. Le tome 3, la bande dessinée qui avait fait scandale, car elle était issue, car elle est libre, sous licence Creative Commons. La bande dessinée de David Revoy, qui nous raconte les mésaventures d'une petite apprentie sorcière. Et dans ce tome-là, on a un petit peu d'histoire qui se met en place, parce qu'on va avoir une sorte de concours de sorcières dans laquelle elle va se retrouver. Donc ce sont toujours des histoires courtes qui se suivent, avec parfois des petites histoires muettes aussi, qui sont sympathiques. Moi, je suis toujours sous le charme de ce dessin léger, rafraîchissant, et ces petites histoires qui cassent pas forcément trois pattes à un canard, mais qui sont pleines de bonhomie et de sympathie. Voilà, je passe un moment agréable à les lire, même si j'avoue, je ne relis pas les albums parce que je les ai déjà lus sur Internet, les histoires la plupart du temps. Mais disons que je pense que ça c'est très adapté pour des jeunes enfants. Il faut que je retrouve mon tome 1 qui est planqué je ne sais pas chez qui pour le passer... Je suis sûr que c'est elle qui l'a. Ouais, pour le passer à ma fille. Voilà. De toute façon, c'était ta faute, c'est le Tisa qui n'est pas là. C'est pas faux. Et si tu veux mon avis, franchement, ça m'a plu aussi. Parce que du coup, j'ai relu le tome 2 parce que je l'avais pas lu. Et c'est vrai que ça reste toujours assez plaisant. Et en fait, moi, c'est surtout le dessin qui me fait kiffer, avec tous les petits détails qu'il arrive à rajouter dedans. C'est un dessin quand même qui est très riche, même dans des plaies à certains auteurs qui ont un peu craché dessus. Je ne dirai personne. Ouais. Voilà. Donc, Pepper and Carrot, le tome 3, chez Glénat. Eh bien, nous sommes arrivés au bout de cette première émission de notre saison 11. 10. Et non. On a commencé par on va faire nos 10 ans, donc c'est là. Ouais, je sais plus. Enfin bon, on est à peu près là-dessus. Je crois que c'est la saison 11. Mais bon. Vu qu'on n'a pas commencé par la 0, on a commencé par la 1. Bon, on ne sait rien. Je mélange toujours les pédales avec ces calculs. Ouais. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous remercions tous les gens présents dans la chatroom. Nous remercions encore nos tipeurs et nous vous encourageons à nous aider, à nous acheter du matériel, par exemple, pour avoir peut-être les caméras. Ça serait bien qu'on trouve un truc pour faire quelque chose d'un peu mieux pour tout. Alors, attendez, on va faire un truc sympa. On va vous montrer en fait le système de... Hop, regarde, moi je disparais de l'écran. Voilà, alors ça, si j'y arrive... Voilà. Alors ça, en fait, c'est le système de maintien de la caméra qui m'observe, qui me regarde. Donc vous voyez qu'on a fait un truc très sympa. On a des pieds de partout. Bon, on a pied qui est là-bas. Voilà, on a des fils dans tous les sens. Après, alors ça, c'est notre système de rangement pour savoir qui a lu quoi. Donc ça, c'est notre réserve de bande dessinée. Donc on a une réserve sur une petite étagère un peu à part dans la bibliothèque. Je dis ça pour les gens qui sont en audio. Ah oui. Alors, en fait, voilà, il y a une étagère. C'est une pile de livres, notre pile pour poser les caméras. Ouais. Donc notre première étagère. Donc ça, à gauche, c'est ce que personne n'a lu. Ça, c'est ce que j'ai lu. Et ça, c'est ce qu'on a lu. Voilà, on fait ça à plusieurs. Qu'on est au moins deux à avoir lu. Ouais, qu'on est au moins deux à avoir lu pour pouvoir faire ensuite les émissions. Et encore, elle est un petit peu vite parce que j'ai un tas qui fait presque 50 cm chez moi. J'en ai un autre par terre là qui traîne. Et voilà. Et là, je vous montre le tas de. Ouais, on fait la visite complète. Je veux dire, on est à la maison. Dessous des tables. Voilà. Donc ça, c'est le tas aussi que pied doit lire.
ou que j'ai lu en partie. Je sais plus où j'en suis. Parce qu'on n'arrive plus à trop rentrer de trucs dans les trucs qu'on a lus parce qu'on a pris de l'avance. Mais peut-être qu'on pourrait racheter une étagère aussi. Ça serait... Ouais, ça pourrait être pas mal. Bref, merci de nous avoir écoutés. On vous remercie. N'hésitez pas à aller sur lavoidesbulles.fr pour avoir toutes les informations sur nos émissions, sur les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles plein les yeux et plein iTunes et sur tous les modes d'écoute que vous utilisez, hein, parce que je trouve que c'est cool. Et puis parlez-nous autour de vous si vous aimez ce qu'on fait. Ça fait bientôt 10 ans qu'on le fait et on le fait avec toujours autant de plaisir parce que nous passons un bon moment entre nous. Nous espérons que vous passez un bon moment entre nous aussi. Oui, parce que si t'es bien avec toi-même, c'est cool. Non, mais on est dans leurs deux oreilles, ils utilisent un casque et donc ils sont entre nous dans leurs oreilles. Tu vois, c'est technique. Bonsoir à vous, bonsoir. Passez une bonne soirée après cette intrusion donc, dans vos oreilles. Dans vos oreilles, voilà. Ciao, ciao, bye.